Bonjour, donc moi je vais tomber comme un cheveu sur la soupe parmi toutes ces interventions sur l'accessibilité et le bien-être de l'utilisateur. Moi je vais vous parler du brutalisme design. Alors au début, l'intitulé de tout ça c'était l'anatomie d'un genre qui traverse le temps et les modes, et j'ai fini par retraduire ça par un doigt levé bien haut, des sites moches ou un peu plus que ça. Vous finirez par comprendre pourquoi j'ai parlé de ça comme ça. Alors déjà je vais me présenter. Je m'appelle Dylan Kosian, je suis directeur artistique et web designer en freelance depuis 2010 et formateur en PAO, web design, et on va pas croire, mais aussi ergonomie, et je donne des cours du X, ce qui peut paraître du coup un peu bizarre pour ça. Depuis 2012, en Normandie et en Bretagne, je suis créateur tout nouveau de la chaîne YouTube Design et Maracas, donc je viens juste de mettre la première vidéo ce matin, qui va être en fait... bon, je vous laisserai les découvrir en fait. Et vous avez du coup, je vous laisse mon Twitter ici si vous avez besoin, je sais pas, si vous avez envie de partager votre avis ou de m'insulter parce que c'était un peu trop moche ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Alors, je vais commencer déjà par une petite mise en garde, donc que 15 minutes ça va être très court, donc je vais essayer d'être assez concis. Et je ne peux pas forcément parler de tout, donc j'ai fait des choix, donc je rédigerai un article qui sera un peu plus grand, qui va vraiment permettre de mieux définir tout ça. Mais du coup, je vais être amené à faire quelques généralités aussi, que ce soit sur la musique norvégienne ou sur autre chose. Et voilà, je vais être obligé de faire un petit peu ça parce qu'en 15 minutes, je ne peux pas tout aborder. Donc déjà, pour replacer un peu ça, je vais vous parler de ce qu'est le brutalisme. En fait, c'est un style architectural qui est arrivé au milieu des années 50, dans un contexte qui était d'après-guerre. Donc là où une bonne partie des pays, des villes ont été partiellement complètement détruites par la Seconde Guerre mondiale, où il a fallu reconstruire très rapidement des logements à moindre coût. D'ailleurs, le mot brutalisme le béton brut a été employé pas pour la première fois, mais ça en fait une des personnes qui a développé le terme, par Le Corbusier, qui a justement fait la Cité radieuse à Marseille entre les années 1947 et 1952. Donc en fait, c'est quoi ce style architectural ? C'est en gros, il a fallu construire très rapidement des logements avec de grandes formes géométriques, en béton, sans revêtement ou très peu, sans ornement, quelque chose de très simple en fait. On peut voir qu'en fait ça a pu se développer, donc ça c'est au-dessus du bâtiment qui est ici, je ne me trompe pas. C'est quelque chose qu'on peut revoir aussi dans plusieurs pays, plusieurs villes d'Europe, notamment ici à Londres avec le Royal National Theatre. C'est aussi un style qu'on va retrouver en Allemagne, à Munich ou à Berlin notamment. Donc on n'est pas là pour parler d'architecture, donc vous allez me dire, mais oui, mais dans le web, du coup, quand est-ce que ça s'est arrivé ? Alors bien sûr, ici, je préfère préciser, c'est comme dans la plupart de ce que je dis à mes étudiants en design, c'est que le design, c'est pas une vérité absolue, et je la possède pas, je suis un être humain et je peux me planter aussi. Donc en tout cas, là, ici, il va aussi s'agir de mon interprétation. Quand est-ce qu'on peut à peu près parler de ce brutalisme ? Alors moi, je suis revenu sur l'idée que ça pourrait être les premières pages web. Pour la simple et bonne raison que... Ouais, le rendu est pas dingue. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ici, les technologies ne permettaient pas, en fait, tout ce qu'on peut avoir ici. On n'avait pas les mêmes considérations pour tout ce qui était le confort de l'utilisateur ou la lecture des éléments. Nous n'avions pas non plus, c'était quelques érudits qui maîtrisaient du code, c'était pas encore très développé, il n'y avait pas encore toutes les documentations qui nous permettaient d'avancer là-dessus. Donc voilà, donc on restait sur des choses très simples avec les polices, le bleu qu'on connaît tous, très très peu d'images, un semblant de texture ici, bon... Mais ce qui était pas mal aussi ici, et je reviendrai dessus un peu plus tard, c'est qu'on était vraiment centré sur le contenu. Mais on va revenir. Alors, bon, très vite, on a posé le web, et puis les technologies ont évolué, on s'est intéressé à ça, les documentations aussi. Et puis là, du coup, ça a été comme de filer un paquet de bonbons à un gamin sans surveillance, et on a eu des choses un peu plus particulières. Alors, rigolez pas sur ce site, parce que personnellement, moi, il me sert avec mes étudiants chaque année, depuis à peu près 7 ans, et ce site est toujours mis à jour, hein, en plus. Les slides seront présents, je laisserai un lien sur mon Twitter avec les slides et je laisserai Eva. Mais dans sa dernière version, ils ont fait des efforts. Ils ont fait un vrai menu qui n'est pas dans le bottom, qui ne change pas à chaque page. Et il y a toujours la musique qui démarre à chaque fois et qui s'enregistre directement sur votre ordinateur. Mais voilà. En gros, on est passé on est allé toucher les extrêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on a juste que le contenu, on a juste la basique, on est allé toucher les extrêmes. Et puis ça va aussi pour des choses un peu comme ça, où du coup, là, on n'a pas trop joué les effets visuels, mais plus la surcharge un petit peu d'informations.
un peu compliqué à voir tout ça. Bon, ok, maintenant je vais faire une petite pause visuelle parce que pour parler de ce qui est le brutalisme maintenant, parce que si j'en viens pour en parler maintenant, c'est parce que ça revient beaucoup sur nos écrans. Et du coup, j'aimerais replacer un petit peu le contexte. Alors là, je pense qu'on va me tirer un petit peu dessus parce que je suis obligé d'extrêmement généraliser pour tout ça. Alors, vous serez peut-être d'accord avec moi, pas, mais je pense qu'on trouverait quand même quelques points d'accord, que beaucoup de sites aujourd'hui se ressemblent un peu tous. C'est-à-dire qu'on va avoir des clones de clones. Alors un pompage plus ou moins habile, plus ou moins bien fait, plus ou moins conscient. De toute façon, on me dit, je ne sais plus quel est l'adage vraiment, mais dans le design, on peut voler dans une... je ne me rappelle plus exactement, je n'avais pas préparé celle-ci. Mais grosso modo, j'ai réfléchi et j'ai essayé de remonter quelques facteurs qui me permettaient de comprendre pourquoi le design est devenu plus ou moins codifié maintenant et très homogène, pour rester poli. Peut-être est-ce aussi l'idée que maintenant on vend beaucoup de web et qu'on a aussi la possibilité très facilement de faire des sites internet grâce à des choses comme des bootstraps. Voilà, bon, un site avec bootstrap, c'est fait. Ça permet, bootstrap comme WordPress, à des gens qui ont un minimum de connaissances techniques, de monter très rapidement un site web responsive, plus ou moins. Encore, là, on pourrait discuter. Mais par contre, un site fait avec bootstrap, si tu remets pas vraiment les mains dans le code, ça se voit. Si tu utilises que les grilles, peut-être qu'il vaut me faire la tienne, peut-être, je sais pas. Ça, c'est un avis que je pose là, vous en ferez ce que vous voulez. Un site avec WordPress, c'est pareil, il y a plein de thèmes qui existent, parfois on reconnaît exactement les mêmes thèmes. À moins de créer son propre thème, généralement, on peut vachement se rendre compte que ça peut être un WordPress. Alors, le nombre de fois où je fais « Ah, ça c'est un WordPress », je regarde code source, « Ah oui, ouais, c'est ça ». Avec Squarespace et Shopify, on va même encore plus loin, c'est que là, on n'a même pas besoin de compétences techniques pour pouvoir monter sa page web. Et certains, je ne cite que, je pourrais citer PrestaShop, je pourrais en citer d'autres. Et le problème de certains aussi CMS privés, c'est qu'en plus de ne pas pouvoir mettre les mains dans le code pour devenir quelque chose d'un peu plus original, ils n'ont que quelques templates. Alors je sais plus, je crois que c'était Shopify qui, lorsque j'avais regardé, il devait y avoir une quinzaine de templates. Donc vous imaginez, s'il y a 40 000 utilisateurs qui vont se partager 15 templates, ça commence à devenir un peu compliqué. Il y a autre chose aussi qui m'a permis de me dire, pourquoi, d'accord, parce que mais malgré ça, on pourrait continuer à faire des sites. Et c'est ma façon de faire ma veille. Alors je me rends compte, moi j'utilise beaucoup Twitter pour faire ma veille. Bien sûr, je regarde les Rebel, les Behance. Et il y a un truc qui m'a toujours halluciné ces derniers temps, c'est que quand je vois un lien vers un site où c'est dit clear, smooth, perfect, etc., je l'ouvre et je suis pas... Ouais, c'est beau, c'est bien, je crache absolument pas dessus, mais j'ai déjà vu. Alors bien sûr, pareil, je généralise, il y a des sites qui m'en foutent plein la tronche, t'es tellement jaloux de pas avoir une idée de faire un truc comme ça, tellement la DA et tout ça c'est super bien foutu, même si après du coup on reviendrait à l'accessibilité et tout ça, il y a toujours des petits trucs à redire, mais en fait il y a une sorte de bienséance du web qui s'est fait, donc quand je vous passe les liens, je pourrais sortir ma checklist, smooth scrolling, parallaxe, grosse utilisation des white space, etc. Et des fois, ça se... Et quand je dis à mes étudiants de faire leur veille, finalement, ils la font de la même manière sur les Behance, les Dribble, les Howard et tout. Bon, j'avoue que sur Howard, généralement, c'est un peu... C'est différent. Les sites sont quand même, ceux qui sont nominés sont quand même d'une très très bonne facture. Mais du coup, ils essaient aussi de reproduire ça. C'est-à-dire que les designers de demain, les développeurs de demain, ces gens-là de demain que j'ai depuis 7 ans, font leur veille et regardent par exemple sur Dribble des snapshots d'une interface UI qui a été animée sur After Effects en 15 minutes et où on a repris des images de Unsplash ou de ce que vous voulez. Mais du coup, tout se ressemble. Alors, finalement... c'est là qu'intervient le Web 2.0, si vous me permettez, du coup, d'avoir passé plus ou moins le contexte. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce serait le Web 2.0 ? Parce que moi, j'appellerais brutalisme 2.0. Est-ce que c'est juste un gros fuck à tout ça, à se dire « non, mais moi, je suis trop un rebelle, je vais aller à l'encontre de ça ». Ce qui est bien à voir, c'est que ça a déjà existé, ce genre de contre-culture, entre guillemets. Par exemple, la bataille d'Hernani, quand les théâtreux se sont disputés entre les romantiques, les classiques, parce qu'il a fallu casser un peu tout ça. En musique, lorsque nos black metaleux norvégiens ont décidé que les grosses productions américaines étaient un petit peu trop produites, qu'on avait perdu justement toute cette essence qui faisait le côté un peu subversif de tout ça, ils ont décidé de poser un micro dans une cave et de hurler dedans. S'il y a des blackeux, je généralise, je sais qu'en vérité c'est un peu plus compliqué que ça. Ne m'en voulez pas. Et du coup, qu'est-ce que c'est maintenant ? Alors Pascal Deville a créé un site qui s'appelle brutalismewebsite.com qui va être une sorte d'annuaire, si vous voulez, de plusieurs sites en fait, que vous allez pouvoir regarder.
Je vous conseille d'aller regarder. Je vous en montrer quelques-uns juste après pour vous montrer qu'il y a une grande diversité derrière tout ça. Donc il a créé ce site-là et donc il a été interviewé. Vous pouvez avoir plein d'interviews sur lui sur Internet. Dans le numéro de Net qu'on m'a gentiment scanné, Dan Luca m'a dit, pose ça ici, disant que pour lui, il pense que le brutalisme est l'intention de montrer le noyau. Et du coup, d'en déduire après tout ce qui pouvait, les distractions. Donc en gros, techniquement, les webs du début, ce qu'on avait, en fait. On ne met pas trop d'effets, on y va, on va que sur le contenu, et c'est ça qui est important. Certains même, comme on dirait, trop brutalistes, considèrent que le code doit être tout fait à la main, zéro framework, et limite même pas dans un fichier CSS directement dans l'HTML. Discutable aussi, mais pourquoi pas. Et du coup, ce qui peut donner des sites comme ça, comme Tin, NPR. Voilà, donc du coup, on va retrouver les liens ici, les top stories, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir plus, parce que si c'est un site d'actualité, c'est l'actualité qui nous intéresse, pas le reste. On a aussi les versions live de CNN, et même qu'on pourrait un peu plus tous connaître, Gmail nous permet d'avoir une version pour les petites connexions, qui du coup nous donne quelque chose d'un petit peu plus brutaliste, justement. Et l'air de rien, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui sont déjà tombés sur cette interface. Bon, voilà, on peut considérer ça comme quelque chose de brutaliste. Et il y a Justin Jackson qui a posé plus ou moins son postulat à lui, I'm a fucking webmaster, et qui dit là-dedans qu'avant les sites étaient moches, mais ils étaient simples, ils étaient concentrés et sans distraction. Et du coup, la seule chose qui a importé là-dedans, c'était l'idée qu'on voulait exprimer. Donc, techniquement, c'est ce qui revient après. Mais bon. Il y a autre chose qui, moi, me semble important, et là, on parlait d'accessibilité, on parlait de tout ça. Donc, du coup, on doit bien se rendre compte que pour l'instant, on n'y est pas forcément, si ce n'est le temps de chargement sur des pages comme ça. Là, temps de chargement, tout est à peu près clair. Pascal Deville dira, lui, que, en fait, ce n'est pas forcément une protestation, mais un cri pour plus d'humanité dans la conception web. Alors, c'est la même chose que, par exemple, Nirvana qui sort Similar Teen Spirit, et là-dedans, bon, bah, c'est pas forcément aller contre le mainstream, c'est-à-dire marcher en parallèle et à l'ombre de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, on va pas être contre, mais du coup, on va faire quelque chose en parallèle. Ce qui est important là-dedans, c'est de se dire plus d'humanité, et ce qui est appuyé après derrière par Dan Luca en disant que bah, maintenant, les gens, ils ont compris qu'on leur racontait des conneries sur Internet, qu'on essayait de leur vendre des biens, des services, des choses comme ça. Ils sont plus dupes, et donc du coup, il faut essayer de recréer si vous voulez, une sorte de lien avec eux. Parce que moi, je dirais, bah, le web design au filter, ou le web au filter, comme vous voulez. Par exemple, je sais pas, vous êtes sur un site d'agence de voyage, alors la belle vidéo en panneau qui commence sur un coucher de soleil sur la plage de Copacabana et qui termine sur un couple en train de partager un mojito tout sourire, en train de s'embrasser. Bon, c'est très beau, c'est très bien, mais en vérité, quand toi tu fais le voyage, en fait, c'est sorti de son contexte. C'est qu'un moment pris et on puisse jouer a un peu menti. On n'est pas là sur les heures d'avion d'attente, ça se trouve, l'hôtel est dégueulasse, enfin, il y a plein de choses comme ça. De la même manière que moi j'avais trouvé un site très très bien avec des effets de parallaxe, avec un storytelling super cool, pour un stylo qui permettait de faire des trucs en 3D, là, dessiner en 3D. Alors ça arrivait, c'était les maisons et tout ça. Alors après tu dis, ah trop bien, j'en ai trop envie, puis tu te rends compte, bah ouais, mais on ment aussi, parce que moi avec mes compétences techniques de dessinateur averti, si j'achète ça, j'arriverai jamais à faire une maison, quoi. Donc du coup, derrière tout ça, l'idée serait plus de vraiment essayer d'impliquer notre utilisateur. Mais ça, j'y reviens juste après. Je vous parlais de plusieurs types de brutalisme, parce que bien sûr, on a les trucs un peu simples, on a les trucs là où on va aller toucher les extrêmes, mais finalement, on en a d'autres aussi, qui vont réussir à faire un entre-les-deux, qui ne sont pas si moches que ça, qui vont être un peu brut de décoffrage, mais pas que ça non plus. Voilà, donc là, on retrouve les bleus, les liens. Ici, c'est le slider, mais on n'est pas sur le classique slider, on est sur quelque chose qui tourne. Bon, clairement, je ne vais pas mentir, c'est vrai que c'est pas super accessible, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus horrible. On a des choses où on va se concentrer complètement sur le contenu, il y a quand même un effort sur la typo, et puis une image qui pop-up comme ça au fur et à mesure de ton scroll. Bon, c'est pas toujours pratique, mais finalement, le contenu, si on veut le lire, on peut le lire assez facilement. Et puis là, après, il y a des artistes. Voilà, je sais pas, je trouve ça, pourquoi pas. Hein, bon, ça le fait pas surtout, ça le fait que sur celui-ci, mais c'est quand même pas trop mal, quoi. Bon. Moi, là, donc, je veux un peu en revenir, c'est aussi cette idée d'impliquer l'utilisateur. En quoi c'est pas seulement une mode qui dit j'emmerde tout ce qui se fait et puis on va faire autre chose. Halter Ali dit dans The Benefits of Cognitive Dissonance, désolé pour mon anglais, que les études dans psychologie cognitive indiquent que le contenu qui est présenté avec un caractère disfluent, dans une certaine mesure, permettait au lecteur de traiter l'information de manière
un peu plus attentive, ça marche. Un peu plus attentive et et voilà, parfait. Merci. Et que du coup, ça permettait justement au lecteur d'être plus attentif à tout ça. Et en fait, est-ce que c'est pas si faux que ça? C'est-à-dire que quelque chose d'un peu brutal, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, finalement, ça va quand même provoquer une émotion chez nous. Soit c'est un rejet, ou soit ça nous intrigue, de la même manière que certains d'entre nous, lorsqu'ils sont sur l'autoroute et voient les camions de pompiers sur le côté, ralentissent. C'est la même chose, c'est que ça va attirer, si vous voulez, ça va attirer l'œil. Du coup, ce qui est soutenu par Catherine Whittington dans Maximize Cognitive Load to Maximize Utilizability, qui dit que justement, que tout ce qui va enlever le vernis, la prévisibilité des sites, que tout ça, les sites qui sont, je sais pas, quand on parlait des sites qu'on clone, voilà, un site avec Bootstrap, avec le 3 colonnes, avec le We Are Agency Digital et on fait du bon taf en header, finalement on va en voir tellement des sites où on dira on voit les mêmes layouts, on voit les mêmes templates, et donc finalement on aurait tendance à dire au bout de la 3e ou 4e fois, ça va être le même contenu, si c'est la même architecture ou des choses comme ça. Donc du coup, ça rendra quelque chose où on va passer à côté peut-être d'un bon contenu juste parce qu'on n'a pas su utiliser des éléments un peu différents, sortis des sentiers battus. Mais ça, finalement, le web, on le retrouve maintenant, on en parle maintenant depuis quelques années, mais techniquement, c'est quelque chose qu'on a depuis dans le cinéma, dans les vidéoclips, comme on peut l'avoir ici avec le groupe OTG Triangle. Mais les sauts d'images, les glitches, le noise, la caméra portée, ça a déjà été utilisé maintenant dans le cinéma. Et on le retrouve même maintenant dans la musique et les jeux vidéo avec le retour aux années 80, de la synthwave, rétro-wave, qu'on peut avoir tout ça. Couleur, c'est pas le même genre de brutalisme, on est sur de la couleur saturée, des formes complètement géométriques, voilà, on a un petit retour dans le kitsch. Bon. Alors en conclusion, je suis pas en train de défendre le brutalisme, loin de là, je sais pas, moi si on prend connaissance de cause, à aucun moment, déjà ça serait pas pour tous les clients, et il y a peu de clients à qui ça irait bien. Donc du coup, ce que je veux juste dire, c'est que peut-être, il y a certains paramètres, certains facteurs, certains mécanismes de cette espèce de volonté de sortir du lot d'une manière plutôt bien faite, mal faite, honnête ou c'est pas ça le souci. C'est que du coup, il y a peut-être des mécanismes à prendre là-dedans pour le mettre dans notre web d'aujourd'hui, sortir de nos layouts déjà préfaits, de nos couleurs déjà arrivées, qu'on se dise pas, je fais une application, alors je sais très bien qu'à tant de pixels, il faut que je mette mon truc, voilà. Qu'on sorte un peu des sentiers battus, qu'on regarde plus de choses comme ça, et voilà. Du coup, je vous remercie de m'avoir accueilli, voilà, et voilà, par exemple, un site comme ça, personnellement, c'est un bon mélange des deux, ça peut être un bon compromis. C'est à la fois pas moche, il reprend quelques éléments du brutalisme, les boutons, les grosses typos, les saturations, on va voir un peu plus loin les gifs, et pourtant, ça n'est pas pour autant moins moche, et c'est pas pour autant pas utilisable, si vous voulez. Là, on voyait pas le bouton parce que c'est ma capture d'écran, mais... Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir accueilli, je remercie l'équipe du Blend Mix, la Kiwi Party, et vous de m'avoir écouté pour ça. N'hésitez pas à m'écrire sur Twitter si vous avez des retours à faire, des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup, au revoir.